Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer donc de voir comment on fait pour tracer donc le diagramme d'équilibre liquide-solide. Alors bien entendu, pour tracer un diagramme d'équilibre liquide-solide, on est obligé de faire ce qu'on appelle une analyse thermique directe, c'est-à-dire qu'on va prendre un échantillon donc, ou bien une composition donc, entre les deux constituants donc, du binaire, et on va essayer bien entendu par la suite de chauffer jusqu'à avoir un liquide homogène, puis ensuite on laisse refroidir le liquide. Ensuite, lors du refroidissement, on va essayer de suivre l'évolution de la température en fonction du temps. Alors par la suite, donc, on va essayer de tracer ce qu'on appelle la courbe de refroidissement qui va nous permettre par la suite de déterminer ce qu'on appelle les températures de rupture, les températures de palier, ainsi que la longueur du palier. Voilà donc ce qu'on peut dire concernant, bien sûr, le principe de la construction du diagramme binaire entre deux constituants solides. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir l'exemple de la manip d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'étude du diagramme binaire bismuth-étain. Alors bien entendu, pour tracer ce diagramme, vous avez trois étapes essentielles. La première étape, c'est donc l'analyse thermique, ensuite le tracé de la courbe de refroidissement pour chaque composition, et puis enfin, bien sûr, le tracé du diagramme de phase entre le bismuth et l'étain. Bon, alors bien entendu, on va commencer par le mode opératoire qui est donc très simple. Alors on a besoin, bien entendu, de prendre des compositions entre le bismuth et l'étain. Alors bien entendu, on a choisi ici 6 compositions qu'on a notées, la composition numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors bien entendu, dans la première composition, nous avons donc seulement de l'étain. Et dans les autres compositions 2, 3, 4, 5 et 6, nous avons un mélange entre le bismuth et l'étain à des compositions bien sûr différentes. Alors bien entendu, on peut remarquer ici que si vous regardez le tableau ici des compositions étudiées, nous avons bien sûr la masse totale du mélange est de 35 grammes, c'est-à-dire dans toutes les compositions, nous avons un mélange de 35 grammes de bismuth et d'étain. Par exemple, si je prends le creuset numéro 1, nous avons 0 g de bismuth et 35 grammes d'étain. Ainsi de suite, dans le creuset numéro 2, vous avez 10 grammes de bismuth, 25 grammes d'étain, ainsi de suite, jusqu'au creuset numéro 6. Alors, bien entendu, donc, la première des choses à faire pour faire cette analyse thermique, c'est de placer le creuset. Alors, j'ai donc ici le creuset numéro 1, que je vais placer dans cette cellule, ici. Ensuite, j'aurai besoin d'un thermomètre, bien entendu, pour suivre l'évolution de la température. Et donc là, il faut faire très attention lorsque vous insérez le thermomètre dans le petit tube ici. Donc, faire donc très attention donc, à ne pas, bien sûr, il faut faire attention à ne pas faire donc, des gestes brusques pour éviter, bien sûr, la casse, puisque donc, le thermomètre étant très fragile. Alors, une fois que j'ai placé mon thermomètre, bon, bien entendu, je vais maintenant chauffer à l'aide d'un bec Bunsen. Bon, alors donc, on va chauffer donc, le creuset numéro 1 qui ne contient que de l'étain. Et bien entendu, on va chauffer jusqu'à 230 degrés et puis on arrête le chauffage. Bien sûr, avec l'inertie, la température va continuer à monter un petit peu jusqu'à atteindre peut-être 250, 260 degrés. Et puis, on laisse refroidir le mélange, bien sûr, après avoir enlevé le chauffage, que je vais bien sûr arrêter maintenant, puisque je suis arrivé à 230
230 degrés. Et ensuite, je vais laisser la température monter jusqu'à peu près 250, 260. Par la suite, la température va commencer à baisser. Et c'est à ce moment-là que je vais intervenir. C'est-à-dire, je vais choisir, bien sûr, ma température à laquelle je vais commencer. Peut-être, je vais commencer à partir de 240 ou 250 degrés. Et à ce moment-là, je dis que à cette température-là, mon temps T égale à 0. Et je commence ma manip. C'est-à-dire, à T égale 0, par exemple, la température est de 250 degrés. Et à ce moment-là, donc, je déclenche le chronomètre. Et bien entendu, toutes les 30 secondes, je dois relever la température. Donc, 30 secondes passées, donc je relève la température sur le thermomètre et je note ça, bien sûr, dans un tableau, bien sûr, bien préparé, dans lequel je mettrai donc le temps en fonction de la température. Bon, bien entendu, là, j'arrive à 30 secondes et donc je relève ma température ici qui est à peu près donc de 243 degrés. Et donc, je laisse le thermomètre tourner, bien entendu, et toutes les 30 secondes, je relève la température jusqu'à atteindre la température de 100 degrés. Alors, une fois donc ceci fait, bien entendu, qu'est-ce que je fais? Donc, bien sûr, je vais enlever dans un premier temps le thermomètre, puis ensuite enlever le creuset numéro 1, de cette façon-là, bien sûr, puisque je suis à 100 degrés. Donc, je vais enlever donc, ce creuset-là et je vais mettre le creuset numéro 2 de la même façon que tout à l'heure, comme ceci. Et je replace le thermomètre dans le petit tube, comme ceci, et je refais la même opération. Sauf que dans le cas du creuset numéro 2, 3, 4, 5 et 6, donc on ne va pas chauffer jusqu'à 230, mais seulement à 200 degrés. On verra donc tout à l'heure, lors du tracé du diagramme, pourquoi on a chauffé le premier creuset à 230 et les autres à 200 degrés. Et on fait donc de la même façon. On va chauffer bien sûr jusqu'à 200. La température, bien sûr, après avoir arrêté le chauffage, va continuer à monter un petit peu jusqu'à atteindre un maximum. Puis après, elle va baisser. Et donc, je choisis bien sûr la température à laquelle je vais déclencher mon chronomètre. Et bien entendu, de façon à ce que je parte toujours de la phase liquide. Bon, bien entendu, au-delà de 200 degrés, je suis dans le domaine du liquide. Donc, je peux commencer à 230, 240, 250. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que lorsque vous déclenchez votre chronomètre, il faut que votre mélange soit donc liquide. Et, bien entendu, je vais bien entendu avoir un deuxième tableau dans lequel donc, je vais voir la température en fonction du temps. Et je fais de même pour le creuset numéro 3, 4, 5 et 6. Ceci va me permettre par la suite d'avoir donc 6 tableaux dans lesquels je vais avoir la température en fonction du temps. À partir de ces tableaux-là, je vais bien entendu tracer ce qu'on appelle les courbes de refroidissement. Alors bien entendu, je ne vais pas vous montrer bien sûr comment on va tracer bien sûr toutes les courbes, mais je vais ici juste vous montrer un petit peu les deux courbes essentielles, à savoir... Bon, alors voilà donc la première courbe donc relative au premier creuset, c'est-à-dire le creuset dans lequel on a seulement de l'étain. Alors bien entendu, si vous regardez donc l'évolution de la température en fonction du temps, vous voyez bien que lors du refroidissement, il va arriver un moment où on va avoir un palier. Puis ensuite, la température, bien sûr, va baisser. Alors ce palier-là, puisqu'on a seulement de l'étain, donc ce palier-là correspond tout simplement à la température donc, de fusion de l'étain. C'est-à-dire que au-delà de 230 degrés, vous avez ici l'étain liquide, et en dessous de 230 degrés C, vous avez de l'étain solide. Et à ce palier-là, on a un équilibre donc liquide-solide, c'est-à-dire entre l'étain liquide et l'étain solide. Ensuite, pour le creuset numéro
2, par exemple, numéro 3 par exemple, nous avons ici pu tracer ce qu'on appelle la courbe de refroidissement. Et vous voyez bien ici, lors du refroidissement, il va apparaître ici ce qu'on appelle un changement de pente qui est dû à l'apparition d'une phase solide au sein du liquide. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on a commencé à refroidir le liquide, il va arriver un moment où, bien sûr, au sein de ce liquide, va apparaître un solide. Et bien entendu, ce solide va entrer en équilibre avec la phase liquide, et ce jusqu'à atteindre une température stable, c'est-à-dire la température du palier aux alentours de 135 degrés, où on va avoir ce qu'on appelle un équilibre sous 3 phases, où les 3 phases en équilibre sont donc le liquide, le solide alpha et le solide bismuth. C'est-à-dire que vous allez avoir ici un équilibre eutectique, le liquide eutectique qui est en équilibre avec les 2 phases solides alpha et le bismuth. Bien sûr, la phase alpha, bien sûr, c'est une solution solide donc du bismuth dans l'étain. Alors bien entendu, on fait la même chose pour le creuset numéro 3, 4, 5 et 6. Et à partir de chaque courbe, on va pouvoir déterminer ce qu'on appelle ici la température de rupture, ainsi que la température du palier, et enfin la longueur du palier en minutes, ici. Ce qui va nous permettre par la suite d'avoir donc ces résultats que je vais bien entendu rassembler dans un tableau comme ceci, que voici. Voilà. Par exemple, pour le creuset numéro 1, vous avez seulement de l'étain, vous avez donc 0 g de bismuth, et donc on a pu bien entendu déterminer ce qu'on appelle la température de fusion donc de l'étain. Ensuite, dans le creuset numéro 2, dont la composition massique est de 0,28, vous avez la température de rupture qui est de 196 degrés et la température du palier de 135, ainsi que la longueur du palier, donc, qui est convertie en millimètres. C'est-à-dire la longueur du palier fait à peu près 13 mm, c'est-à-dire à peu près 1,3 minutes. Ensuite, le creuset numéro 3, vous avez la même chose, une rupture, un palier et sa longueur. Numéro 4, pareil, rupture, palier et sa longueur, ainsi de suite. Alors bien entendu, après avoir réuni ces résultats-là, donc on va pouvoir maintenant tracer notre diagramme de phase liquide-solide entre les deux phases. Plutôt entre les deux constituants bismuth et étain. Alors voilà donc le diagramme ici. Alors bien entendu, pour chaque composition, par exemple la première composition, ou plutôt la deuxième composition, c'est-à-dire celle qui correspond au creuset numéro 2, on a pu donc dire tout à l'heure que la température de rupture est de 193 et la température du palier est de 135 degrés. La même chose pour le creuset numéro 3, je reporte ici la température de rupture ainsi que la température du palier. De même pour le creuset numéro 3, numéro 4, rupture, palier, numéro 5, rupture, palier. Et bien entendu, en dessous des températures de palier, donc je vais essayer de tracer les longueurs de chaque palier. Ici, par exemple, pour le premier, donc voilà sa longueur, ici, qui est de à peu près donc, 13 mm. Ensuite, la longueur du deuxième palier, du troisième, quatrième, cinquième. Alors, ceci va me permettre par la suite de tracer ce qu'on appelle le triangle de Taman. Alors, bien sûr, le triangle de Taman, quelle est donc sa particularité? C'est que ce triangle de Taman donc, me permet de déterminer avec précision la position du point eutectique ainsi que les limites, bien sûr, de miscibilité, s'il y a miscibilité. Alors bien entendu, donc, après avoir tracé ces longueurs, je trace ici une droite qui passe par les extrémités de ces longueurs de palier-là, de même une deuxième droite qui passe par les extrémités de ces longueurs de palier,
Et le point d'intersection correspond bien sûr à la longueur du palier la plus grande, c'est-à-dire celle qui correspond à la transformation totale du liquide en deux phases solides, ce qui est tout à fait normal, puisque pour transformer la totalité du liquide, c'est-à-dire de 35 grammes de liquide, il vous faudra bien entendu beaucoup plus de temps pour la transformer que pour transformer donc une masse inférieure à 35 grammes. Ensuite, j'ai la température de fusion de bismuth qui est de 271 degrés C, et j'ai une deuxième indication supplémentaire, c'est que le diagramme bismuth-étain présente ce qu'on appelle une miscibilité partielle du bismuth dans l'étain. Et cette miscibilité-là, par exemple, si je prends une composition aux alentours de 0,1, c'est-à-dire à 10% en masse, vous avez ici une solution solide comprise entre 100 et 170 degrés. Donc ces deux points qui sont là vont permettre bien sûr de tracer les limites de solubilité à ce niveau-là et de même ici. Et on voit bien entendu que du fait de la miscibilité partielle du bismuth, que le palier, bien sûr, s'arrête ici, donc il ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire si on n'avait pas de miscibilité partielle, alors bien entendu, on aurait donc un palier qui va aller jusqu'au bout ici. Alors bien entendu, c'est bien beau de tracer un diagramme, mais il faut bien entendu dire ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire l'indexer. Alors bien entendu, si je reprends bien sûr le diagramme, je vois ici que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 domaines. Alors bien sûr, puisqu'il s'agit ici d'un équilibre liquide-solide, donc tout ce que vous avez à des hautes températures, bien sûr, c'est la phase liquide, et en dessous, c'est-à-dire à des basses températures, donc on a donc des solides. Par exemple, dans le premier domaine ici, nous avons donc la phase liquide. Ensuite, dans les deux domaines qui sont ici, vous avez intermédiaire, là, vous avez un mélange, dans un premier temps, ici, vous avez un mélange liquide-bismuth, et ici, le mélange du solide alpha plus le liquide. Et en dessous, bien entendu, du palier, vous avez bien entendu un mélange de deux phases solides, à savoir la phase alpha et le solide bismuth. Voilà donc finalement comment on fait pour tracer le diagramme. Alors bien entendu, j'espère que c'est clair pour vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, donc on peut bien sûr, c'est-à-dire vous pouvez bien sûr adresser vos questions via bien sûr le groupe WhatsApp que vous avez dans la filière bien sûr STU. Merci.